Bienvenue sur France 24 pour cette nouvelle édition du Talk de Paris. Obama ou McCain, l'Amérique retient son souffle. Les défis qui attendent le futur président américain sont immenses. Le monde est au bord d'une grave récession. Les tensions restent fortes avec la Russie après la guerre en Géorgie cet été. Et les fantômes du génocide du Rwanda ressurgissent avec cette nouvelle offensive des rebelles du nord du Congo à la frontière du Rwanda, justement. Une rébellion qui provoque une nouvelle crise humanitaire pour des dizaines de milliers de réfugiés. L'Europe doit-elle intervenir? Notre invité est justement le chef de la diplomatie européenne, Javier Solana, espagnol, âgé de 66 ans, ancien ministre des Affaires étrangères du socialiste Felipe González, ancien patron de l'OTAN, infatigable diplomate chargé d'éteindre les incendies là où ils éclatent. Bonjour Javier Solana. Bonjour. Alors bien entendu, nous allons d'abord parler de cette crise au Congo, qui rappelle de fort mauvais souvenirs. On se souvient en 1994, 800 000 morts des Tutsis, un génocide terrible. Et là, on voit que depuis quelques mois, la guerre a de nouveau éclaté. La rébellion s'apprête à contrôler l'une des villes du nord-est du Congo. D'abord et avant toute chose, qu'est-ce que vous avez à nous dire sur cette rébellion et quelle est la position de l'Europe face à ces rebelles qui menacent de déstabiliser à nouveau le pays? Voilà, la position de l'Europe a été claire. Il y a eu aussi des résolutions du Conseil de sécurité qui dénonce la violence, et c'est la position que nous maintenons. Et nous sommes en train de faire tous les efforts pour aider la stabilisation de la région. Vous savez, nous sommes très engagés dans la République démocratique du Congo, plusieurs fois, même avec des opérations de nature militaire. Est-ce que vous pensez qu'il y a un vrai risque de déstabilisation effectivement régionale, et même une guerre régionale avec l'implication directe du Rwanda? J'espère que non. J'espère que le Rwanda continuera à ne pas être engagé directement et j'espère que la communauté internationale, les Nations Unies, seront capables de gérer la situation pour éviter l'extension du conflit. Alors c'est une zone extrêmement sensible, rappelons-le, parce que là-bas il y a de très riches minerais. Les Américains sont présents, les Chinois sont présents, bien entendu les Français et les Européens. C'est une menace réelle. Alors comment doit réagir l'Europe? Que peut faire l'Europe pour éviter que ces combats ne dégénèrent et que, à nouveau, des centaines de milliers de personnes se retrouvent sur les routes du Congo? Je crois que nous devons travailler sur deux pistes. Et la première piste, la plus urgente, c'est la question humanitaire. Il a eu cessez-le-feu. Espérons que le cessez-le-feu va se tenir. Et à ce moment-là, la question la plus importante, c'est l'humanitaire. Il y a des déplacés, il y a des réfugiés, il y a des problèmes humanitaires de grande portée. Et donc, faire tous les efforts pour faire arriver l'aide humanitaire. Nous ferons tous les efforts dans cette direction. Et ensuite, en parallèle, il faut faire tous les efforts de nature politique. Il faut voir comment les deux dirigeants, M. Kabila, le président de la République démocratique du Congo, et le président Kagame se réunissent et comment continuer à faire tous les efforts pour mettre en œuvre l'accord de Nairobi. Il y a un accord. Il y a un accord qui n'a jamais été mis en œuvre. Le temps est venu pour recommencer à faire tous les efforts pour le mettre en œuvre. Qu'est-ce que vous lancez comme appel au gouvernement de la région, aussi bien au gouvernement du Congo, mais aussi du Rwanda? Je crois qu'il faut faire l'appel à tous les pays de la région. J'ai parlé longuement avec les présidents de la République sud-africaine. La Sud-Afrique a été très engagée pour aider la République démocratique du Congo. Il faut que tous les pays s'engagent. Ils s'engagent pour éviter l'extension du conflit et pour traiter avec l'Union africaine. Et je viens de parler aussi avec le président de l'Union africaine pour voir comment nous pouvons arrêter les conflits d'aujourd'hui dans les deux dimensions, l'humanitaire et la sécurité, mais aussi sur le plan politique. Et selon vos informations, est-ce que le Rwanda est directement impliqué? Est-ce que le Rwanda soutient les rebelles? Bon, il y a des relations, mais je ne peux pas dire avec connaissance de cause que le Rwanda est impliqué. Il y a des sympathies, il y a des histoires, mais je ne m'arrête pas de dire une chose comme telle de manière précise. Vous avez rencontré à Paris Bernard Kouchner qui a proposé l'envoi d'un groupe tactique, entre guillemets, des militaires, donc européens, entre 400 et 1500 hommes. Est-ce qu'il y a effectivement une réflexion à Bruxelles pour l'Europe, pour envoyer des troupes, pour essayer de faire cesser les combats et séparer les adversaires, et surtout protéger les réfugiés? La réflexion à Bruxelles vient de commencer. Je peux vous dire que la priorité, comme je viens de dire, c'est la priorité humanitaire. Nous réfléchissons sur comment faire en coopération avec les Nations Unies. Pourquoi? Parce que les Nations Unies ont le mandat,
Il y a la force sur le terrain, il y a 17 000 soldats sur le terrain, et mandat des Nations Unies. Il faut laisser aux Nations Unies de s'occuper avec toute l'aide des pays qui ne sont pas engagés maintenant sur place. Mais d'abord l'humanitaire et ensuite voir comment le feu se tient, contrôler la situation politique, aider à la solution politique et reconsidérer après comment faire les choses pour éviter que la violence continue. Mais humanitaire avec l'envoi de militaires sur place qui pourront donc faire les choses. Humanitaire, ça veut dire humanitaire, que l'aide arrive et que l'aide arrive à ceux qui ont besoin de l'aide. Avec des soldats européens. Pour ça, on va voir comment, si les forces déployées sur le terrain de la MONUC peuvent le faire, il faut les laisser le faire. Mais en tout cas, nous utiliserons probablement des avions européens pour faire arriver l'aide humanitaire et être probablement pour garantir la sécurité de l'aéroport de Goma. C'est l'aéroport probablement le plus utile pour déployer l'aide humanitaire. Donc on peut imaginer effectivement des envois d'avions européens à Goma, si l'aéroport est toujours sécurisé. Si l'aéroport est ouvert, plusieurs pays de l'Union seront prêts à faire ça, probablement. Ils sont déjà engagés des points de vue humanitaires, mais probablement, pas probablement, sûrement, il faut faire un peu plus d'efforts pour faire arriver l'aide humanitaire aux citoyens qui sont déplacés. Donc l'Europe doit agir. L'Europe agit tout le temps. Et avec ce pays très proche de nous, la République démocratique du Congo, nous avons des relations très étroites. Nous avons une mission permanente pour la réforme des services de sécurité, les forces armées, la police. Nous avons eu des opérations. Rappelez-vous l'opération Artemis dans la partie d'Ituri. En 2003. Et rappelez-vous aussi l'opération pendant les élections présidentielles. Donc l'action de l'Union européenne avec ces pays vient de loin. D'accord, mais est-ce que justement aujourd'hui on peut envisager qu'il y ait une forme d'opération Artemis bis ou numéro 2 ? Je ne crois pas ça parce que les forces des Nations Unies se trouvent sur place. Ce que le secrétaire général des Nations Unies pourrait dire, c'est la coopération pour renforcer la MONUC. Mais le renforcement pensez-vous qu'il y a 17 000 soldats, donc la France c'est un petit, avec quelques capacités si possible. Mais justement, on se demande comment les 17 000 soldats de l'ONU ne réussissent pas à empêcher la rébellion de reprendre les combats. Je crois que les mandats pour la force des Nations Unies, c'est les mandats du Conseil de sécurité. Ça veut dire les mandats que nous l'avons donnés aussi, parce que nous faisons partie, plusieurs pays de l'Union font partie du Conseil de sécurité. Les règles d'engagement sont claires aussi, et donc il faut ce qu'il faut faire pour éviter la tragédie dedans. J'espère que les Nations Unies continueront à séparer les combattants quand possible, avec toute la volonté du Conseil de sécurité. En tout cas, politiquement, on a vu que l'Europe était très fortement intervenue en Géorgie au moment de la crise cet été. Est-ce que l'Europe est unie pour faire face à cette nouvelle crise au Congo ? L'Union était toujours ensemble pour considérer l'aide de nature économique, bien sûr, ou bien sûr de nature politique au Congo. Et donc j'espère que toujours nous continuerons à être unis. Alors Javier Solana, on voit donc que vous êtes en éveil parce que des conflits peuvent éclater partout à travers la planète. Je vous propose de voir justement ce qu'est un diplomate européen, le chef de la diplomatie européenne, avec ce portrait qui a été préparé par un journaliste de France 24, Philomé Robert. Bientôt 10 ans que l'Espagnol Javier Solana est le visage de la diplomatie européenne. Ici, il est en Géorgie en septembre dernier. Il finalise le déploiement de la mission européenne d'observation dans un pays profondément marqué par la récente guerre avec la Russie. Si l'Europe peut aujourd'hui se targuer de jouer un rôle central dans la crise du Caucase, c'est bien sûr grâce à l'engagement personnel du président en exercice de l'UE, mais aussi grâce aux efforts de cet homme de 66 ans. Javier Solana, c'est d'abord un parcours atypique. Docteur en physique, issu d'une famille de républicains espagnols, il bifurque vers la politique en intégrant clandestinement en 1964 le Parti socialiste espagnol, illégal, sous Franco. Ami du leader du parti, Felipe González, Javier Solana est au cœur du pouvoir. Élu député en 1977, plusieurs fois ministre, c'est aux affaires étrangères que se révèle ses talents de diplomate.
En 1995, il devient secrétaire général de l'OTAN. Étonnant pour un ancien militant pacifiste, hostile à cette même OTAN et à la guerre du Vietnam, un homme qui a toujours dénoncé l'interventionnisme des États-Unis, dont l'Alliance Atlantique est le fer de lance en Europe. Qu'importe, Javier Solana y imprime sa marque. Il contribue à mettre fin à la guerre des Balkans, signe avec la Russie un partenariat stratégique, ouvre la porte de l'organisation aux anciens pays satellites de l'URSS, comme la Pologne et la République tchèque. Depuis 1999, Javier Solana est le haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune de l'Union européenne. Un titre un peu long, concède-t-il, il est de facto chef de la diplomatie. Toujours entre deux avions, présent sur les théâtres de conflit comme ici en Afghanistan, il tente de faire en sorte que l'Europe, souvent divisée, parle d'une seule voix. Alors, est-ce qu'effectivement, vous avez réussi au cours de ces 10 années à rapprocher les points de vue? Est-ce que l'Europe peut enfin parler d'une seule voix? Je crois que l'Europe parle sur les sujets majeurs de l'agenda international avec une seule voix. Je crois que nous avons des exemples très clairs. L'exemple de la Géorgie, la crise financière, pendant la période du temps de la présidence de votre pays, la présidence de la France, que je crois que fait un jeu réellement très, très, très constructif et positif de leadership dans le monde. Je travaille tous les jours pour faire ça, pour essayer de voir comment l'Europe peut jouer le rôle qu'il est compétent dans les contextes internationaux. Je crois que l'Europe avance. C'est dommage que le traité de Lisbonne n'était pas encore ratifié, mais j'espère que c'est ratifié. À ce moment-là, sans doute, l'Europe avancera plus vite, parce que les institutions seront mieux préparées pour faire face aux problèmes d'aujourd'hui et de demain. Exemple concret, je reviens sur la crise du Congo. Le général déchu Laurent Nkunda a déclaré sur France 24, si les soldats étrangers viennent au Congo pour l'aide humanitaire, pas de problème, mais s'ils viennent au front, alors il faut qu'ils s'apprêtent à mourir. Qu'est-ce que répond l'Europe à une déclaration d'un général rebelle comme celui-là? Je ne crois pas que nous devons répondre avec des expressions ou des mots. Il faut répondre avec l'action. Nous continuerons à faire tous les efforts et rien ne va changer à cause des déclarations de les uns ou des autres. Très bien. Alors, je voudrais qu'on revienne justement sur l'une des crises qui a marqué le début du siècle, celle de la Géorgie avec l'intervention russe, une guerre de quelques jours, mais où on a vu effectivement l'Europe et le président Sarkozy jouer un rôle extrêmement important. Je vous propose d'écouter une question qui nous est arrivée par webcam de Tbilissi. Hello, Mr. Solana. La reconnaissance unilatérale par la Russie de l'Abkhazie et de l'Ossétie du Sud laisse-t-elle malgré tout la porte ouverte à un retour au statu quo qui existait avant le 7 août? Par ailleurs, pensez-vous que l'Union européenne continuera à montrer la même détermination, c'est-à-dire qu'elle obligera la Russie à respecter l'accord du 12 août et à se retirer de tous les territoires de la Géorgie? Eh oui, vous pouvez être sûr qu'on va continuer à faire tous les efforts, créer toute la dynamique pour remplir tous les accords qui ont été signés les 8 du mois de septembre. J'étais avec le président Sarkozy à Moscou, je connais bien les contenus des accords et je peux vous dire qu'on va faire tous les efforts pour remplir toutes les choses qui sont dedans. Vous savez bien qu'à partir du 10 octobre, les forces russes qui se tiennent dans les zones adjacentes, la Ossétie et à Frassi, se sont déjà retirés. Et on va continuer à faire le monitoring de ces parties-là, comme était agréé par le président Sarkozy et le président Medvedev. Mais on voit par exemple que le ministre des Affaires étrangères russe, Lavrov, vient de refuser aux observateurs européens qui sont sur place le droit d'aller en Abkhazie ou en Ossétie pour surveiller justement les mouvements, pour contrôler les mouvements éventuels des troupes russes. C'est un échec, ça. L'accord n'est pas complètement appliqué. Non, ce n'est pas le cas. L'accord était très clair. Nous devons nous déployer pour permettre la retraite des forces russes des zones adjacentes au sud de la Russie et à l'est de la Frassi. Et ça, c'était fait. Et nous sommes sur le terrain pour garantir que ça continuera comme ça. Pour l'instant, nous n'avons pas la possibilité de nous rendre dedans la South Ossétie ou la Frassi. Ce n'était pas sur les accords du 8 septembre.
Alors, est-ce qu'il n'y a pas, si vous me dites cela, un risque d'annexion pur et simple par la Russie de deux territoires théoriquement indépendants Non, la question c'est si nous reconnaissons l'existence des reconnaissants pour la Russie, ce que nous ne reconnaissons pas. Pour nous, l'intégrité territoriale de la Géorgie continue. Il n'y a pas de risque d'annexion. Voilà, vous savez bien la position de la Russie, mais pour nous, et comme pour le reste de la communauté internationale, nous ne reconnaissons pas la fragmentation, la fracture de la Géorgie. Je ne crois pas qu'il y a plus de 2 pays au-delà de la Russie qui ont reconnu l'état des causes actuel défendu par la Russie. Donc vous restez assez optimiste alors qu'on a l'impression quand même que les Russes s'installent dans l'Abkhazie, l'Ossétie du Sud et qu'ils ne vont pas en partir. Comme vous savez, dans les accords du 8 septembre, il avait l'engagement de commencer à Genève une conférence avec 2 sujets. La sécurité régionale et la question de déplacer des réfugiés, des déplacés proprement dit. Et sur ça, nous travaillons. Il a eu une réunion le mois d'octobre, il aura la deuxième le 18 novembre et nous continuons à travailler avec la Géorgie, avec la Fédération russe, avec la OSCE et avec les Nations Unies pour faire avancer les processus qui ont commencé à Genève. Vous pensez qu'on peut faire reculer Vladimir Poutine ? Oui, je crois que nous pouvons arriver à une situation dans laquelle il aura une situation que nous défendrons, comme nous continuons à défendre, la continuité territoriale de la Géorgie et voir la manière de maintenir les 2 républiques d'une manière intégrée dans la Géorgie, mais avec une autonomie la plus forte possible. On verra donc ce que pourra faire l'Europe. Nous arrivons au terme de la première partie de cette émission. Javier Solana, je vous propose de regarder ensemble le journal France 24 et nous nous retrouvons dans quelques minutes. À tout de suite.